Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de certains aspects actuels de l'organisation du travail, de l'organisation du temps de travail. On est en avril 2024, à la fin du mois dernier, le Premier ministre a annoncé une expérimentation sur la semaine en 4 jours. C'est l'occasion de revenir sur ce débat qui traîne en fait depuis pas mal de temps, 20 ou 30 ans, sur l'équilibre entre le temps de travail professionnel et puis le temps de vie privée, de vie familiale, de loisirs, et puis de revenir peut-être sur quelques spécificités industrielles sur ces sujets-là. Alors peut-être ce que je vous propose, c'est de regarder ce premier graphique sur données américaines. Aux États-Unis, il y a pas mal de gens qui ont des horaires de travail un petit peu atypiques, qui sortent du standard de la semaine de 5 jours. Et vous voyez sur ce graphique, sur longue période, depuis 50 ans, l'augmentation tendancielle du nombre de gens qui travaillent pendant 4 jours et qui ont donc un week-end de 3 jours. Alors en même temps, ça ne concerne qu'une petite minorité de personnes. Comme vous le voyez sur ce graphique, on est entre 4 à 6% de la population active. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir en fait le portrait robot de ces salariés qui travaillent dans la semaine de 4 jours. Aux États-Unis, en tout cas, c'est plutôt des salariés relativement peu éduqués, plutôt jeunes, plutôt des hommes, et surtout des gens qui travaillent dans les services, soit des services publics comme les forces de l'ordre ou le secteur de la santé dans les hôpitaux, soit des services marchands, typiquement dans le secteur de la restauration. Alors l'annonce du gouvernement français, elle s'est faite en faveur d'une expérimentation d'une semaine en 4 jours, alors plutôt dans les services publics, donc en théorie 35 heures en 4 jours, avec cet argument d'équilibre entre la vie professionnelle et puis la vie de loisir. Alors, rapidement, peut-être quelques éléments je dirais de modération du point de vue économique. C'est sûr que quand on fait cela, en fait, on va peser mécaniquement sur la productivité, et plus précisément la productivité horaire moyenne. Pour ceux qui s'en souviennent, j'en parlais le mois dernier, des questions de productivité. Plus la journée est longue ou plus la semaine est longue, plus la productivité de la dernière heure fournie par le salarié est faible. Et ça, c'est vraiment très renseigné dans les données en économie du travail. Donc un salarié qui va travailler 35 heures en 4 jours, il va avoir une productivité horaire moyenne plus faible qu'un salarié qui va faire 35 heures en 5 jours. Et ça, c'est assez clair dans les données, ce qui veut dire que le passage à une semaine de 4 jours, ça renforcerait le problème de productivité qu'on a déjà en France et qui nous distingue des autres pays. Et puis, l'un des soucis qui est peut-être plus politique qu'économique, là, c'est que la semaine en 4 jours, ça peut être la semaine, un tremplin vers la semaine de 4 jours, c'est-à-dire vers les 32 heures. Et là, les effets économiques, d'une certaine façon, on les connaît déjà, puisqu'il y a 20 ans, en passant aux 35 heures, on a pu constater les effets économiques de ce passage-là. Donc là, je cite en fait des documents officiels du ministère de l'économie qui avaient été transmis très officiellement à l'Assemblée nationale à l'époque. Le passage aux 35 heures, ça a été notamment plus de déficit public, un coût du travail inchangé, moins de croissance et puis moins de productivité aussi. Donc ça pose quand même de vrais problèmes. Si on élargit un petit peu la focale, la thématique de l'organisation du temps de travail, c'est une thématique en fait assez classique. Il y a différents modes d'organisation du temps de travail dans le secteur salarié marchand. Chacun a ses avantages et ses inconvénients en matière d'articulation entre le temps de travail et le temps de vie privée. La semaine de travail standard, avec des horaires stables, généralement, statistiquement, on montre qu'elle génère moins de fatigue et de burn-out. Ça peut peser, dans certains cas, sur l'équilibre entre le temps de travail et le temps de famille, notamment pour les couples avec des enfants en bas âge. Pour ce qui est du travail posté, auquel l'industrie a pas mal recours, notamment des activités opérationnelles, le travail posté, il permet aux salariés qui sont concernés d'être disponibles pour leur vie de famille pendant les heures diurnes. L'inconvénient, c'est qu'il y a des horaires atypiques, le week-end ou la nuit, qui peuvent, dans certains cas, dégrader la santé, des problèmes de sommeil ou d'hypertension. Donc là encore, des avantages, des inconvénients. Le temps de travail à temps partiel, évidemment, c'est beaucoup mieux pour la vie familiale et la vie de loisirs, mais c'est beaucoup moins bien pour les revenus. Les horaires flexibles, c'est une formule qui permet aux salariés, dans une certaine limite, de choisir ses heures d'arrivée et ses heures de fin de travail, pour autant qu'ils fassent le quota d'heures prévu. La difficulté de ce type d'organisation, c'est que pour organiser le travail d'équipe, pour le management, ça devient un cauchemardesque parce que les effectifs commencent à être en peau de léopard. Et puis pour mémoire, je cite des dispositifs habituels dans l'industrie que sont l'annualisation du temps de travail, bien pratique quand on a une activité saisonnière, et puis les mesures de crise comme l'APLD en France en 2020. Ce que je voudrais souligner, au-delà de ces avantages et des inconvénients des diverses formules, c'est la question de la prévisibilité du temps de travail pour les salariés.
il y a vraiment une demande importante des salariés pour avoir des horaires prévisibles à quelques semaines ou quelques mois d'avance pour pouvoir organiser leur temps de loisir. Alors par exemple, chez Walmart, dans la grande distribution aux États-Unis, à partir de 2016, cette entreprise a décidé en fait de cesser de laisser aux managers le soin de fixer les horaires de travail pour offrir en fait plus de prévisibilité dans le temps de travail pour ses travailleurs. Au milieu des années 2010, Starbucks, là dans la grande restauration, a aussi mis fin aux horaires irréguliers pour promouvoir, je cite, la stabilité et la cohérence des horaires de ses salariés. Il y a eu une étude pointue dans l'American Economic Review, l'une des meilleures revues académiques mondiales, en 2017 en économie, qui montre que finalement l'horaire traditionnel, il satisfait la plupart des salariés parce qu'il permet de coordonner son temps de loisir, et il y a une forte aversion des salariés pour des emplois où l'employeur peut modifier souvent les horaires. Les candidats sont prêts à accepter un salaire plus bas de 20% pour éviter ces emplois, nous dit cette enquête. Alors maintenant, l'industrie, elle a des besoins spécifiques en matière d'organisation du temps de travail. L'industrie, c'est un processus de production capitalistique, il faut amortir le capital, il faut éviter de laisser les machines sans fonctionner pendant trop longtemps. Ça nécessite par nature, par construction, un encadrement et une organisation du temps de travail, tout particulièrement pour les tâches opérationnelles de production. Et puis, par parenthèse, mais j'y reviendrai pas parce que j'en ai parlé sur cette chaîne YouTube en janvier 2024, quand je parlais du télétravail, pour les salariés qui sont au cœur des processus, je dirais, d'innovation, de recherche et développement, la présence sur place est importante parce que c'est comme ça qu'il peut interagir, faire naître de nouvelles idées. Mais pour ce qui est de l'industrie, les processus de production, on voit émerger aujourd'hui la thématique de ce qu'on appelle l'industrie 5.0. L'industrie 3.0, c'était, je dirais, les machines-outils, la robotisation dans les années 70. L'industrie 4.0, c'est aujourd'hui avec des machines connectées, l'Internet des objets. L'industrie 5.0, c'est à peu près l'industrie 4.0, mais qui se soucie des caractéristiques individuelles de ses salariés et du bien-être de ses salariés. Donc l'industrie 5.0, c'est une organisation, c'est de la recherche opérationnelle, une organisation du processus de production, où non seulement on essaye de maximiser le rendement et de minimiser les risques de sécurité et les risques ergonomiques, mais on essaye aussi de minimiser l'ennui, de minimiser la répétitivité, de prendre en compte les caractéristiques des salariés, des ouvriers en termes d'âge, de niveau d'expérience, de limitation physique, d'exposition au bruit et aux vibrations. Et la littérature, aujourd'hui, en fait, elle tend à suggérer que si on augmente un peu le nombre de rotations dans les sites, dans les lieux opérationnels de production, eh bien, ça permet en fait d'améliorer potentiellement le bien-être des travailleurs. Alors, je vais prendre pour finir un cas pratique issu d'une publication récente dans un très bon journal d'économie industrielle, où en fait ils analysent le processus de production d'une pompe hydraulique qui requiert le travail de 6 ouvriers. Il y a 10 tâches entre le préassemblage, l'assemblage, le packaging, le contrôle qualité. Il y a des tâches qui sont manuelles, d'autres qui sont plus ou moins automatisées, qui génèrent du bruit, des vibrations. Il y a des tâches qui génèrent du port de charge et donc un peu plus de fatigue physique, surtout quand l'ouvrier est âgé. Et ce que vous voyez sur ce graphique-là, en fait, c'est une forme d'organisation très homogène du travail de ces 6 ouvriers. À chaque ligne correspond en fait le travail d'un ouvrier pendant une journée, par plage de 150 minutes, 3 plages de 150 minutes pour une journée. Et comme vous le voyez, chaque ouvrier, en fait, sur ces 3 plages, il effectue la même tâche, c'est pour ça que c'est la même couleur sur chaque ligne. Il a une petite pause, c'est le petit carré bleu foncé. Et pour certains salariés plus âgés, la pause se prolonge parce qu'ils sont plus âgés, ils sont plus fatigués, ils ont un temps de récupération plus élevé. Et c'est les petites marges jaunes. Sur ce graphique suivant, vous voyez une réorganisation en fait complète du temps de travail de ces ouvriers qui permet d'avoir le même niveau de production, mais un moindre risque opérationnel et surtout, elle diminue la répétitivité des tâches, en particulier pour les salariés et les ouvriers âgés. Et comme vous le voyez, certains ouvriers âgés ne sont plus tout le temps sur des tâches opérationnelles, les autres ont fait varier les tâches, et ça permet aux gens en fait de s'ennuyer moins, il y a moins de risques et ils sont tout aussi productifs. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire en matière d'organisation du temps de travail dans l'industrie ? Bon, compte tenu de l'expérience des 35 heures, a priori, la branche n'a pas très envie de passer aux 32, donc on n'est pas tout à fait pour une nouvelle baisse généralisée du temps de travail et tout ce qui pourrait y mener.
Je rappelle que Samsung, en ce moment, est en train plutôt d'augmenter le temps de travail dans la semaine. Il faut être conscient qu'une semaine en 4 jours, ça peut faire diminuer la productivité horaire moyenne. Et puis, il faut faire attention, je pense, aux politiques qui veulent appliquer aux industries des solutions qui souvent sont quand même plutôt adaptées au secteur des services. Attention aux politiques qui menacent la collaboration in situ, physiquement, en chair et en os des salariés, parce que ça, c'est facteur d'innovation et de productivité. Et puis surtout, attention aux approches monolithiques. L'industrie, elle sait très bien organiser le temps de travail de ses ouvriers en tenant compte des caractéristiques individuelles, l'âge, l'expérience, le besoin de pause, la répétitivité, le bruit, les vibrations. Et pour ça, par exemple, le rôle des rotations peut être assez important.